quand on voit comment les marchés ont parfois été attribués, il s'est agi d'un autre mode de répartition de la richesse nationale entre un clan, entre une petite minorité, pour faire souffrir la population. Parce que la crise que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le résultat de cette crise, de cette situation. La souffrance du Congolais, ce n'est que ça. Quand vous écoutez certains d'entre eux, ils ont des appartements en francs parce qu'ils travaillent généralement dans quel style? On peut voler, détourner au Congo, achetons des maisons en France, etc. Le jour où ça brûle, il nous suffira de chercher à prendre un avion, nous nous retrouverons en France en paix et les pauvres Congolais, les malheureux, ils paieront le prix parce qu'eux, ils ne sauront pas où aller. Il faut que ça change. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de la propagande qui est faite, la municipalisation accélérée telle qu'elle a été faite est un fiasco pour notre pays. Qu'il y a des gens qui en ont profité. Ça a été un maquillage, des détournements, de la corruption. Il faut rattraper ces gens. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de savoir qui portera sur la célébration de 20 ans des grands travaux au Congo-Brazzaville. Quel impact socio-économique? Eh bien, comme vous le savez, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso aux affaires par coup d'État militaire en 1997, cela fait 26 ans, et l'entrée en vigueur de l'accord de partage sur le pétrole congolais, le Congo-Brazzaville a pu engranger plus de 100 milliards de dollars américains, soit un peu plus de 60 000 milliards de francs CFA. Une manne assez considérable qui pouvait garantir un minimum de bien-être aux 5 millions d'âmes que compte le Congo-Brazzaville. Hélas, c'est l'inverse. Malgré ses nombreuses ressources pétrolières, forestières et minières, la population congolaise est des plus misérables de la planète. Ce n'est pas moi qui le dis. La preuve, 70% de la population congolaise vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins $1, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA par jour. Le Congo manque de tout ou presque. Où va donc l'argent du Congo-Brazzaville? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Monsieur Clément Mirassa, qui n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui le découvrent, c'est le président de la Fédération de l'opposition congolaise. Bonjour Monsieur Clément Mirassa, aussi mes voeux les meilleurs pour ce nouvel an 2023. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur notre plateau. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Je vous en prie et merci de votre disponibilité. Alors, Monsieur Clément Mirassa, le gouvernement congolais a célébré avec faste, vous le savez, 20 ans des grands travaux le 3 décembre 2022. Dans un contexte où les deux grandes agglomérations du Congo, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, sont souvent dans le noir pour les raisons de manque d'électricité et souvent aussi dans l'eau toutes les fois qu'il pleut. Le réseau routier est délabré, les villes sont dans une totale insalubrité, l'accès à l'eau potable demeure encore un souci. Alors on se pose donc la question de savoir qu'a-t-on célébré concrètement? Merci pour votre question, Monsieur Christian Perrin. Mais avant de l'évoquer, je dois dire un certain nombre de choses. La première chose que je dirais, c'est que nous avons terminé l'année 2022 dans la tristesse. Tristesse parce que les Congolais vivent dans l'angoisse avec ces pluies. Tristesse parce que les Congolais et je crois les populations du monde entier ont été choqués, ont été troublés de voir ce corps flottant d'une femme emportée par une espèce de torrent d'eau avec son enfant qui a essayé de le sauver, qui nous ramène à ce que nous avons régulièrement dit. Le Congo va mal, très mal, au-delà de la propagande qui est faite, au-delà du culte de la personnalité qui est fait.
Vous voyez bien, c'est pour ça que, pour commencer l'émission, vous êtes en train de faire allusion, vous êtes en train de faire allusion là aux dernières inondations qu'on a je fais allusion, les dernières pluies. Je fais allusion aux dernières inondations, notamment celles qui ont eu lieu le 30 décembre, donc à quelques jours pratiquement de la fin de l'année. C'est pour ça que j'aimerais exprimer... Donc vous êtes en train de continuer, monsieur Clément Mirassa. D'aucuns disent que les inondations, c'est partout dans le monde, à Paris, à Washington, au Japon. Alors pourquoi est-ce qu'au Congo, ça serait différent? Non, monsieur Christian Perrin, soyons sérieux. Soyons sérieux parce qu'on parle des problèmes qui touchent la vie des Congolais, qui sont aujourd'hui dans l'angoisse. Le manque de canalisation est propre à Brazzaville, à Pointe-Noire et aux villes du Congo. Ce n'est pas dans toutes les villes du Congo. Il ne faut pas qu'on essaye d'aller dans la diversion. Parce que, monsieur Christian Perrin, je vous l'ai souvent dit, vous avez une nouvelle fois la preuve que le Congo va mal, très mal, et que les politiques qui ont été menées depuis près de 40 ans nous ont amenés dans le gouffre. Ce n'est que le fait d'une vision, d'une politique qui a été mal menée, d'une mauvaise urbanisation et autres. C'est pour ça que j'ai une pensée pour cette maman, c'est pour ça que j'ai une pensée pour cet enfant, son enfant qui, pour son amour de sa mère, il a véritablement témoigné. Mais, monsieur Christian Perrin, ce n'est pas tout. Vous parlez d'inondations, mais les routes délabrées, vous en avez parlé. Les érosions à Brazzaville, c'est tous les jours, à Pointe-Noire, etc. Et pourtant, on va y venir. On a parlé de municipalisation accélérée, de grands travaux, mais on va y venir. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir puisque vous en faites déjà état, on peut déjà ouvrir la petite parenthèse. Brazzaville a quand même bénéficié de 3 programmes de municipalisation accélérée successifs, bien entendu. 3 programmes successifs où on nous a parlé en termes de milliers de milliards. Monsieur Christian Perrin, on va y venir. Mais je souhaite avoir une pensée particulière pour cette maman, pour son enfant. Je souhaite avoir une pensée particulière pour plusieurs personnalités qu'on appelle généralement prisonniers politiques, même s'il semble que ce vocabulaire pose beaucoup de problèmes. Je voudrais avoir une pensée particulière pour André Okombi-Salissa, pour Jean-Marie Michel Moukoko, qui sont en train de purger pratiquement leur 7e année en prison, ceci après l'intervention du groupe de travail des experts des Nations Unies, ceci après l'intervention du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, après d'autres problèmes et situations que nous suivons. Et nous tenons à préciser de façon claire que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa sont bel et bien des prisonniers politiques. Et que ce concept ne doit pas il faut toujours se rappeler aussi des autres jeunes, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, il y a d'autres jeunes Congolais qui sont détenus depuis 2015 dans les prisons. Oui. Et on ne sait même pas s'ils sont encore vivants, ou est-ce qu'on les a déportés ailleurs, est-ce qu'ils ne sont pas portés disparus, puisque cela existe aussi. Bien sûr, c'est pour ça que je voudrais avoir une pensée pieuse, noble, pour toutes ces personnes qui souffrent en fait parce que la raison essentielle de la difficulté ou de la souffrance qu'ils vivent, c'est la volonté d'aller au changement au Congo, c'est la volonté de restaurer la démocratie au Congo, c'est donc une volonté de sortir les Congolais de la souffrance dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Mais avant d'aborder le sujet, la question que vous me posez, je ne peux pas être silencieux sur un certain nombre de choses qui se sont passées justement vers la fin de cette année. La première chose, c'est l'arrestation d'un homme politique que vous connaissez bien, Destin Gavet, qui a été arrêté à Pointe-Noire en violation flagrante des dispositions de la Constitution, notamment l'article 25 de la Constitution, l'article 9 et l'article 11, qui a fait 6 ans et qui au sorti 6 jours et qui au sorti de ces 6 jours vient nous dire qu'on ne lui a pas notifié le motif de son arrestation. C'est très grave. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui ont commis de graves crimes économiques et financiers, qui ont plongé le pays dans la souffrance actuelle, mais qui se promènent tranquillement, qui ne sont nullement inquiétés, mais qui sont là plutôt à donner des leçons. Je ne m'arrêterai pas là. Faisant suite à cette situation, vous avez vu l'aspect rocambolesque
du Conseil supérieur de la liberté de communication, qui devrait être un organe régulateur, qui, à mon avis, je dis, qui avec beaucoup de légèreté a osé prendre une mesure de suspension provisoire du média Vox TV et qui finalement est revenu sur sa décision, mais a entraîné la démission, sinon le départ d'un journaliste à qui nous rendons hommage et pour lequel nous lui apportons notre soutien, notre courage, Arsène Séverin. Et il est bon que cela soit dit. Mais je veux insister sur quoi, M. Christian Perrin? Pendant que le Conseil supérieur de la liberté de communication prétend vouloir appliquer la loi, mais est-ce que vous savez, M. Christian Perrin, peut-être que les Congolais ne le savent pas, tous les membres de ce Conseil supérieur de la liberté de communication ne sont pas en conformité avec la loi. Ils ne sont pas en conformité avec l'article 50 de la Constitution qui dit que tout citoyen congolais doit se conformer à la Constitution, mais en plus, ils ne sont pas en conformité avec la loi parce qu'aucun d'eux n'a déclaré son patrimoine. Donc, violation. Donc, il y a comme une situation particulière au Congo. Il y a des gens qui peuvent se permettre de violer la Constitution et qui, eux, veulent passer comme pour des juges, comme pour des hommes respectueux de la loi pour sanctionner les autres. Et ce sont tous ces problèmes-là qui doivent être réglés. C'est ce que je voulais dire avant que vous me donnez la possibilité de profiter de l'occasion que vous m'offrez pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les Congolais, à tous les partisans, tous les militants de la Fédération de l'opposition congolaise, tous les opposants, en leur disant que les défis sont nombreux. Nous avons une tâche difficile, mais nous ne devons pas reculer et nous n'avons aucune raison de baisser les bras. Et 2023 doit être une année au cours de laquelle, avec les critiques que nous avons entendues ici et là, que nous devons essayer d'aller de l'avant. Vous voyez, M. Christian Perrin, je vais terminer par là, s'agissant justement de la violation des... Vous avez suivi, le PCT a tenu son comité central et il prévoit la victoire encore au sénatorial. Mais est-ce que vous savez que ce parti n'est pas en conformité avec la loi? Ce parti n'est pas en conformité avec la loi. Et il va aller aux élections. Depuis 2002, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et vous savez ce que j'ai assez souvent dit. Donc, voilà un peu le tableau que je voulais brosser sur la situation du Congo avant de venir à votre question. Évidemment, à vous entendre, M. Clément Mirassa, le droit est sorti par la fenêtre. Le Congo n'est plus un État, finalement. Le Congo est un pays à régime autoritaire. Notre indice de démocratie est de 3,11 sur 10. Les élections sont truquées. On en a eu la preuve lors des dernières élections législatives et locales. Même les candidats de certains partis de la majorité, comme Elo Mampouya, etc., ont relevé les dysfonctionnements. Le cas de Kaki au niveau de Makele 3 a également fait relever qu'on pouvait être 4e ou 5e, mais on vous proclame 2e. Donc, c'est un folklore qui est organisé, mais nous ne cesserons de redire chaque fois que nous le pourrons que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, que les gouvernants congolais, depuis le président de la République, le premier ministre, le président, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et c'est ça qui nous pousse souvent à dire que le Congo va mal, très mal. Et il faut que l'on trouve la solution pour que le Congo puisse revenir et se mettre en l'ordre pour que on est finalement dans un cas de figure à un pays de non-droit. Alors, M. Clément Mirassa, on revient donc à notre question. Je vous posais la question tout à l'heure. J'ai parlé même de Brazzaville qui a bénéficié de 3 programmes de municipalisation accélérés. Et curieusement, l'État qui se présente aujourd'hui, c'est celui que nous décrions. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit, vous nous avez rappelé cette dame qui a péri avec son fils, bien entendu, et qui ne sont pas les seuls, probablement qu'il y a eu d'autres décès quelque part. Et ce qui est curieux, c'est qu'on n'a même pas noté un communiqué officiel du gouvernement congolais, comme si tout était en ordre. Il s'agit d'un système, M. Christian Perrin. Il s'agit d'un système. Pour le gouvernement, faire le communiqué, ça signifiait quoi? Mais ça signifiait la reconnaissance de l'échec de toutes les politiques qui ont été vantées.
Vous venez de me dire, et je vais essayer d'approfondir la question là-dessus. On a fêté les 20 ans de la création de la Direction générale des grands travaux. Mais, Monsieur Christian Perrin, avant de parler de Brazzaville, parlons de cette délégation des grands travaux. Parlons de ce qui s'est fait. En réalité, Monsieur Christian Perrin, quand vous abordez ce problème, il faut d'abord essayer de le placer dans un contexte précis. Pour moi, le contexte, c'est lequel? Nous avons été à la conférence nationale dans les années 90 et on a décrié beaucoup de choses. Parmi les choses qui ont été décriées, il y avait la gestion opaque de la manne pétrolière, il y avait la mauvaise gouvernance, il y avait l'endettement qui empêchait notre pays de se développer. Et en fait, on a pris un certain nombre de résolutions pour que nous allions vers une bonne gouvernance, pour que nous allions vers la transparence dans la gestion des affaires publiques. Cela s'est traduit dans la Constitution de 1992, je dis bien dans la Constitution de 1992, où pour la première fois, il y a un article qui est apparu pour exiger des gouvernants leur déclaration de patrimoine. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu la guerre du 5 juin 1997. Après, il y a eu l'acte fondamental. Dans l'acte fondamental, vous ne trouvez rien en ce qui concerne la déclaration du patrimoine. Ça veut dire qu'il y a déjà un écart qui est pris par rapport à la volonté de bonne gouvernance et à la volonté de transparence dans les affaires de la gestion publique. Mais quand on arrive à l'élection au vote pour la Constitution du 20 janvier 2002, dans cette Constitution, il y a un article 48 qui énonce clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine. Figurez-vous que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, personne n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en arrière-pensée, les gens avaient une vision d'enrichissement illicite. Et cela s'est basé sur quoi? Mais ça se base sur la concussion, sur la fraude, sur les détournements. Ce qui fait que ceux qui ont détourné, etc., dans la plupart des cas, ils ne sont pas inquiétés. Et quand nous arrivons en 2006, posez-vous la question. Le président Denis Sassou fait une déclaration devant le Parlement réuni en congrès lors de son message sur l'état de la nation en 2006. Il dit quoi? Il dit clairement que nous engrangeons beaucoup de ressources à partir du pétrole et que ces ressources, les ressources supplémentaires, les excédents, seront déposés dans un compte à la Banque centrale, que ce compte sera audité chaque année et que chaque année, cet audit sera rendu public. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, M. Christian Perrin, aucun audit n'a été réalisé, rien n'a été rendu public. Mais nous poussons plus loin. Quand nous arrivons en 2009, parce que la municipalisation, elle commence en 2004. 2009, le président Sassou, lors de son investiture, fait encore une déclaration, mais où il fait un aveu très sérieux. Il énonce clairement que le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de détournement de fonds publics, de fraude et de concussion. Et il indique lui-même que là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Les gouvernants, c'est lesquels? Le président de la République, le premier ministre, les ministres, etc. Jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a été interpellé, alors qu'on sait bien que parmi eux, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des multimilliardaires. On va y revenir, Monsieur Clément Mirastan. J'étais sûr d'abord les Congolais qui ont péri lors des dernières inondations. Il n'y a pas eu de communiqué officiel du gouvernement congolais. Que pouvait-on faire en temps normal lorsqu'il y a de tels événements dans un pays? Parce que je me souviens aussi de son dernier message, le message de Denis Sassou Nguesso dernièrement, et pour une fois, je l'ai entendu, et c'est très rare d'ailleurs, il disait au départ s'incliner devant la mémoire de ceux qui nous ont quittés. En fait, si j'avais bien compris, ou si j'ai bien compris, il voulait probablement faire allusion à ces Congolais-là qui ont péri pendant ces inondations, mais sans y mettre un accent particulier. Est-ce que c'était une façon de dévier la question, finalement? Monsieur Christian Perrin, vous savez bien que c'est dans la coutume de la vie politique congolaise.
Nous avions assez souvent parlé de la violence politique. Nous avions vécu des faits extrêmement graves, M. Christian Perrin, que ce soit dans les années 93-94, que ce soit lors de la guerre dite du 5 juin. Vous avez vu les pertes, etc. M. Christian Perrin, dites-moi si un jour, un acteur politique ou un homme politique congolais, même un gouvernant, a osé demander pardon au peuple pour tout ce qui s'est passé. C'est dans notre culture. Nous avons choisi la violence. Et moi, je pense, je suis heureux que vous relevez, que le président se soit incliné sur la mémoire des Congolais qui nous ont quittés, qui sont morts. Mais il faut le reconnaître, il faut aussi le lui reconnaître. Assez souvent, il a eu cette pensée particulière pour ceux qui étaient ses collaborateurs immédiats. Je pense à Obamitou, je pense à Kumba, etc. Mais cette fois-ci, il s'est ouvert au peuple. Mais le peuple congolais, le peuple surtout brésillois, M. Christian Perrin, il vit dans l'angoisse. Vous avez vu ces Congolais qui montent sur les toits des bus parce que les torrents d'eau sont prêts à emporter même le véhicule et qu'on risque de perdre. Mais c'est quoi? Mais c'est le constat de l'échec d'une politique. Les gens veulent se cacher derrière les changements climatiques, etc. Non. Il y a un véritable échec d'une politique. Et cette politique, au niveau de la ville, au niveau de l'urbanisation, au niveau de ce que l'on a prétendu faire comme infrastructure, n'a pas résolu fondamentalement les problèmes des Congolais. C'est pour ça, le premier, vous avez depuis longtemps le porte-parole du gouvernement. Avant, il réagissait assez souvent, mais maintenant, il ne le peut pas. Il est fatigué, il ne le peut pas. Ou bien non, c'est pas qu'il est fatigué, mais il reconnaît la responsabilité du système dans ce que nous vivons. Une ville comme Brazzaville sans canalisation, vous savez ce que ça veut dire, M. Christian Perrin? Une ville comme Brazzaville sans canalisation, vous savez bien ce que ça veut dire? Les érosions, les maisons qui sont emportées régulièrement, vous savez bien ce que ça veut dire? Cette responsabilité qu'on veut donner aux citoyens en disant qu'ils sont partis bâtir des maisons sur des... Non! Il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité du pouvoir. Et ça, il faut que le pouvoir le reconnaisse. Anatole Collinet-Makosso, et j'avoue que le geste qu'il a posé hier m'a personnellement touché. Parce que devant l'inaction des membres de son gouvernement, devant le fait qu'il a senti que c'était un problème qui touchait les Congolais, et je l'en félicite d'ailleurs, d'avoir reçu les familles des personnes disparues, d'avoir pris les mesures. Mais je dis à Anatole Collinet-Makosso, ce n'est pas tout. Il faut qu'il pense à l'angoisse des Congolais qui ne savent pas aujourd'hui quel sera leur sort demain. Quel sera leur sort chaque fois qu'il va pleuvoir. Et il pleut abondamment. Donc, le gouvernement... Il ressort, M. Clément Mirassa, que toutes les fois que les nuages s'assombrissent, les gens sont très mal à l'aise au Congo-Brazzaville, parce que dès qu'une pluie pointe à l'horizon, tout le monde est dans la panique. Et c'est curieux que le gouvernement ne s'en aperçoive pas. Et ça, si, ils s'en aperçoivent. Ils s'en aperçoivent. Ceux qui meurent, c'est quand même nos parents, c'est quand même des Congolais. Moi, personnellement, j'ai donné un conseil à mes proches, aux membres de ma famille. Quand le ciel commence à noircir, évitez d'être dans la rue. Soyez au maximum, essayez de chercher un endroit où vous allez être en sécurité, parce que être dans la rue, dans n'importe quel endroit où, M. Clément Mirassa, lorsqu'on sait que même dans sa propre maison, on court les risques, on a vu des gens qui, au bord, bien sûr, des ravins, qui ont cru encore à un moment donné que ça pouvait durer longtemps, mais après, et il y a des maisons qui se sont finalement écroulées et probablement qu'il y a des gens qui se sont noyés. Où on se mettra où à l'abri? Mais cherchons le petit espace, parce qu'on le trouvera toujours, M. Christian Perrin. Mais ne restons pas dans la rue, M. Christian Perrin. Quand vous êtes à Brazzaville, sous la pluie, dans la rue, je vous assure que lorsque ces eaux déferlent, il s'agit de véritables torrents.
Monsieur Clément Mirassa, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de 2009 où Denis Sassou Nguesso parle déjà des excédents budgétaires. Nous savons que en 2004, déjà le budget congolais, jusque-là, les budgets congolais étaient encore modestes. Et lorsqu'on arrive en 2005, 2006, alors là, on sent bien que l'argent commence à couler à flot au Congo-Brazzaville parce que le baril du pétrole vient de flamber sur le marché. Et voilà que le Congo commence à finalement engranger les excédents à noter, des excédents budgétaires. À un moment donné, nous sommes arrivés même à des budgets de l'ordre de 4 000 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que Brazzaville, Pointe-Noire, j'allais dire le Congo, se retrouve finalement dans cet état malgré tout cet argent? Que s'est-il passé? Monsieur Christian Perrin, quand vous évoquez la période que vous évoquez, je suis conseiller du ministre Rigobert Roger Andélé au ministère des Finances. Et je vous assure que lorsque on a fait les budgets 2003-2004, c'était des situations extrêmement difficiles. Le budget de 2004, si je m'en souviens, était de l'ordre de 882 milliards, avec une impasse budgétaire de près de 284 milliards. Vous voyez bien qu'on était dans une situation extrêmement difficile. En fait, on a commencé à souffler à partir de 2005 avec la tendance haussière du prix du baril du pétrole. Et quand on arrive à 2010, évidemment, vous avez le Congo qui se vante d'avoir le budget le plus élevé des pays de la zone franc hors de la France. Donc, vous voyez à quel niveau on est arrivé, de sorte que quand vous regardez certaines années, on est arrivé même à des budgets d'investissement de près de 1000 milliards de francs CFA. Rien que le budget d'investissement. Alors que les 882 milliards que je vous évoque en 2004, c'est pratiquement le budget global, avec une impasse de 284 milliards. Le problème, en fait, M. Christian Perrin, quand vous posez le problème des grands travaux, vous devez avoir un réflexe immédiat sur la situation de la crise que connaît le Congo, la crise multidimensionnelle. Vous devez avoir une idée sur la souffrance que connaît le Congolais. Parce que cette situation, elle est la synthèse de beaucoup de problématiques. La première problématique qui se pose avec cette question, d'où vient ce lourd endettement que nous connaissons? Pourquoi, M. Christian Perrin? Parce que quand vous regardez l'histoire du Congo, en 2010, le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Sa dette connaît une réduction significative et elle se situe autour de 25% du produit intérieur brut. On est très heureux parce qu'on se dit qu'on a réglé un boulot important et on a ouvert des perspectives, des belles perspectives pour le développement à l'avenir. Mais qu'est-ce qui explique, évidemment, M. Clément Mirassa, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de le dire, à partir de 2006, le Congo a commencé à respirer. 2007, on sait bien qu'à ce moment-là, on commence à observer les budgets, vous avez dit tout à l'heure, excédentaires. Mais top, en 2010, il faut que le Congo accède au statut de PPTE. Comment expliquer ce paradoxe? On a beaucoup d'argent qui entre, dans le même temps, on va solliciter un statut de pays pauvre très endetté. Comment expliquer ça? Bon, nous avons eu ce statut avant 2010. Il faut reconnaître que pour atteindre ce statut, c'est quand on est sorti de la guerre de 1997 avec les destructions, avec tout le bilan qu'on a connu, que le Congo s'est battu pour en arriver là. Et heureusement pour le Congo, lorsqu'il y a cette tendance haussière, nous bénéficions également de la réduction significative de la dette. Ça veut dire qu'en 2010, le Congo se retrouve dans une situation formidable, avec des budgets qui dégagent des excédents, avec une réduction significative de la dette, mais ça veut dire que ça nous ouvre des perspectives. Et c'est là l'un des dilemmes de la problématique, justement, des grands travaux. Comment expliquer qu'au moment où les budgets dégagent des excédents, estimés par certains analystes à 14 000 milliards de francs CFA, comment expliquer que nous ayons un endettement qui a été jugé par le Fonds monétaire comme un endettement insoutenable, que nous avons même eu à cacher en 2017
parce qu'on avait d'abord déclaré au Fonds monétaire que notre endettement n'était que de 77% du PIB, alors qu'il approchait les 120% du PIB. Même 77, ce n'était pas bon, puisque nous sommes membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et en termes d'indicateurs de la surveillance multilatérale, nous sommes tenus d'avoir notre ratio dette publique sur PIB inférieur ou égal à 70%. Donc, même lorsque nous disons 77%, on veut un peu amadouer le Fonds monétaire, mais le Fonds monétaire s'en rend compte. Ça veut dire quoi, M. Christian Perrin? Ça veut dire qu'au-delà de la problématique de l'endettement, il y a la problématique de la gouvernance. Il y a la problématique de l'enrichissement illicite que le président Sassou soulève en 2009. Et cet enrichissement illicite qui a vu le jour avec des Congolais comme les Panama Papers l'ont révélé, qui ont à 5 500 milliards, le plus riche d'entre eux ayant plus de 2 000 milliards de francs CFA. Monsieur Christian Perret, est-ce que vous avez l'idée? Regardez, en Angleterre, lorsque la reine d'Angleterre est morte, après 70 ans de règne, sa fortune colossale était estimée à 371 millions de livres sterling, c'est-à-dire l'équivalent de 271 milliards de francs CFA. Je dis bien 271 milliards après 70 ans de règne. Mais au Congo, vous avez des gens qui, certainement, après avoir été ministres en 20 ans, ont 2 000 milliards. Cet enrichissement, il vient de quoi? Et quand vous regardez, le Congo est l'un des pays les plus corrompus. C'est une autre problématique. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer un document. Je vais vous présenter un document. Vous avez ce document. Ce document. Très beau document. Et élaboré par la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude par Alphonse Nzungu en 2010, qui épingle déjà les problèmes de la municipalisation accélérée, à savoir la surfacturation, les choix d'investissement, des gens qui ont pris l'argent, qui n'ont jamais été sur le terrain, des projets inachevés, de la procédure même d'attribution des marchés. C'est fait par des Congolais, Alphonse Nzungu, que Dieu ait son âme, en 2010. Donc, nous avons bien perçu. Mais M. Christian Perret, l'autre problématique, où sont les organes de contrôle? Où sont les contre-pouvoirs? Où est l'Assemblée nationale? Où est le Parlement? Où se trouve la Cour des comptes? Où est l'inspection générale des finances? Où est le contrôle d'État? Comment on peut assister passivement à une situation d'appauvrissement des Congolais, d'appauvrissement du pays, pendant qu'il y a de la richesse, à l'enrichissement d'une minorité, sans que les mesures ne puissent... Voilà la philosophie profonde. Oui, mais évidemment, là, M. Clément Mirassa, on peut parler d'un crime. Ça, c'est un crime, c'est même une haute trahison, parce qu'on ne peut pas nous expliquer aujourd'hui ces Congolais qui sont en réalité et en majorité des fonctionnaires de l'État. Nous les connaissons tous. Jamais eu des entreprises commerciales, même s'ils en avaient. Mais on peut faire quelques simulations. Imaginons, comme était en train de nous expliquer quelqu'un, un Congolais qui épargnerait 1 milliard chaque mois. Au bout de 20 ans, il va se retrouver avec 240 milliards. 240 milliards. Là, il épargne 1 milliard chaque mois au Congo, ce qui est d'ailleurs impossible. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui se retrouvent avec plus de 2 000 milliards dans les comptes privés à l'extérieur, alors que c'est des fonctionnaires de l'État congolais. Comment expliquer tout cela? Et évidemment, la question est bienvenue de poser, de savoir que font toutes ces institutions. Monsieur Christian Perrin, je viens de vous dire que les contre-pouvoirs n'existent pas. Et vous en avez des exemples. Monsieur Christian Perrin, lors d'une séance de questions orales au gouvernement, un député, en pleine séance, a interpellé le Premier ministre Clément Mwamba, le défunt Clément Mwamba, que Dieu ait son âme, en disant qu'on lui explique où sont passés les fonds qui ont été décaissés pour une route imaginaire de 137 km. Est-ce qu'il est normal que l'on soit silencieux là-dessus? Monsieur Christian Perrin, grâce aux réseaux sociaux, vous avez pu voir les images
de la deuxième université publique du Sénégal. Et vous avez admiré cette beauté. Tout à fait. Que le président Macky Sall a inauguré le 1er décembre. Et vous êtes surpris par le coût. 65 milliards de francs CFA. Alors que l'université l'université de Denis Sassou Nguesso, l'enveloppe qui avait été prévue, c'est 241 milliards. Donc, avec l'université, avec l'argent qu'on a mis pour l'université Denis Sassou Nguesso, le président Macky Sall aurait construit 4 ou 5 universités au Sénégal. Vous comprenez ça? Prenez même le cas de l'hôpital général de Niamey, qui a permis au gouvernement nigérien de prendre la décision d'interdire toute évacuation sanitaire à l'extérieur. Donc, un plateau technique qui permet que tous les problèmes soient résolus. Et au Congo, qu'est-ce que nous avons? Non, la question que vous posez, M. Christian Pellet, elle saute aux yeux. Un Congolais, il faut revenir là-dessus, mais de façon concrète. Je prends l'exemple, d'après les chiffres qui circulent, mais que les ministres et le gouvernement ne veulent pas montrer, parce que c'est aussi un manque de transparence, etc. Parce qu'on apprend dans les rumeurs qu'un ministre gagne 11 ou 12 millions, que le ministre d'État gagne 15 millions, que le Premier ministre gagne 25 millions. Il n'y a aucune raison que ça soit caché, puisque la Constitution demande que cela soit pris par un texte réglementaire. Prenez un ministre d'État, s'il gagne 15 millions par mois, au bout d'un an, il a combien? Il a 180 millions. Supposez qu'il ait d'autres ressources et qu'il ne touche pas son argent. Au bout de 10 ans, il aura combien? Au bout de 10 ans, il aura 1,8 milliard. Au bout de 20 ans, il aura 3,6 milliards. Expliquez-moi comment ce ministre peut avoir une fortune, une partie de sa fortune de 2 000 milliards de francs CFA. S'il gagne 1 milliard, et vous savez bien que c'est une hypothèse qui n'est pas réaliste, au bout d'un an, il a 12 milliards. Au bout de 10 ans, il a 120 milliards. Au bout d'un siècle, s'il vient encore d'un siècle, il a 1 200 milliards. Comment il fait pour atteindre 2 000 milliards? Donc, vous voyez bien que le système, les grands travaux, les autres, etc., c'est un autre système, parce que quand on voit comment les marchés ont parfois été attribués, il s'est agi d'un autre mode de répartition de la richesse nationale entre un clan, entre une petite minorité, pour faire souffrir la population. Parce que la crise que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le résultat de cette crise, de cette situation. La souffrance du Congolais, ce n'est que ça. Quand vous écoutez certains d'entre eux, ils ont des appartements en francs parce qu'ils travaillent généralement dans quel style? On peut voler, détourner au Congo, achetons des maisons en France, etc. Le jour où ça brûle, il nous suffira de chercher à prendre un avion, nous nous retrouverons en France en paix et les pauvres Congolais, les malheureux, ils paieront le prix parce qu'eux, ils ne sauront pas où aller. Il faut que ça change. Des infrastructures hospitalières, aéroportuaires, pourquoi pas, routières, bien entendu, toutes ces infrastructures, Colline Makosso a voulu nous faire savoir qu'elles étaient financées avec les fonds propres du Congo-Brazzaville, mais très vite, il a été finalement rattrapé par son mensonge où l'ancien ministre des Finances a démontré ou a déclaré que toutes ces infrastructures avaient été construites avec les prêts chinois. Où est donc passé l'argent des Congolais? Je crois que le Premier ministre a fait une révélation aux Congolais. Parce que logiquement, M. Christian Pellet, quand nous prenons nos budgets qui dégagent des excédents, il est difficile de comprendre que l'on ait pu s'endetter pour réaliser des projets qui sont censés avoir été obtenus au budget. Il faut demander au Premier ministre quelle est la source d'information qui est la sienne. S'agissant de l'endettement aujourd'hui, nous félicitons le gouvernement, notamment à travers le ministère des Finances et surtout M. Ikemo Théodore, qui est directeur général de la CCA. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux que grâce à l'Internet, on a toute la situation de la dette publique du Congo avec des informations qui sont extrêmement importantes. Donc, je ne crois pas que ce soit un mensonge. Je crois que le dilemme, et c'est là tout le problème de la célébration des grands travaux, parce que
La célébration de la mise en place de la délégation générale des grands travaux s'est faite dans une ambiance d'autosatisfaction, etc., sans s'appesantir sur les problèmes réels qui sont connus par le Congo. Mais l'un des problèmes, c'est celui-là. Nous avons, et moi je crois que la déclaration du Premier ministre, moi je considère ça pour une révélation, c'est une révélation qui doit être prise au sérieux. Et moi je me dis, le Premier ministre se trouve dans la lignée sur laquelle je me trouve, à savoir, depuis un certain nombre d'années, nous avions des budgets qui dégageaient des excédents. Il n'y avait aucune raison que nous nous endettons au point où notre dette au 31 décembre 2021 s'élève à 2130 milliards de francs CFA, représente pratiquement 116% du PIB, alors que le ratio qui nous est autorisé par la CEMAC est de 70%. Je pense que le Premier ministre a des informations réelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions, en fait, dans l'exécution de notre budget d'investissement, etc., nous avions deux sources d'information. Une source d'information qui est calée sur les budgets que nous avons adoptés qui dégagent des excédents, et une autre source, ça veut dire qu'il y a eu double emploi. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui a dû être soutiré du système sous prétexte qu'on s'est endetté pour réaliser ces investissements et que l'argent qui a réellement été prévu pour ces investissements a été empoché. Et c'est l'une des problématiques de justement la situation de la délégation des grands travaux. Et ça, il faut l'expliquer. Monsieur Christian Perret, je vous prends un exemple. Je vais essayer de défendre un peu le département dont je suis originaire, les plateaux. La municipalisation des plateaux s'est faite en 2013. Les plateaux, pour cette municipalisation, il y a eu une enveloppe prévue de 438 milliards. 438 milliards. Grosse somme. Mais en réalité, qu'est-ce qui a été fait en priorité? Le boulevard pour les défilés des gens, les voiries dans Djambala, le palais présidentiel. Est-ce que M. Christian Perret, dans ce pays-là, le Congo que nous connaissons, on avait besoin de construire un palais présidentiel dans chaque chef-lieu de départ? Je dis non. L'aérodrome, il sert à quoi, M. Christian Perret? Aujourd'hui, faute de trafic, il n'y a pas de trafic. Entre Djambala et Brazzaville, il suffit que vous réglez la route, vous n'avez pas besoin de... Mais pourquoi ces choix ont été ainsi faits? Et moi, je suis préoccupé. Alors, finalement, je vous en c'est parle. une volonté manifeste de nuire, sinon de écoutez, je vous en parle. Et on va terminer par là, Monsieur Clément Mirpassa, allez-y. Oui, je vais vous en parler. En 2007, le président Sassou a procédé à la pierre pour la réhabilitation de la route Ngo-Djambala-Lekana, longue de 125 km. En 2007, nous sommes en période de tendance haussière du prix du baril, donc nous étions censés ne pas avoir des problèmes de financement. Figurez-vous que jusqu'en 2013, année de la municipalisation accélérée des plateaux, cette route n'était pas arrivée à Djambala, c'est-à-dire à 75 km. Et qu'est-ce qui s'est passé? On en a fait un projet de la municipalisation accélérée. Donc, vous voyez bien qu'il y a comme deux inscriptions budgétaires qui semblent apparaître. Malgré le fait qu'on en ait fait un projet de la municipalisation accélérée, la route s'est arrêtée à Djambala et n'est pas toujours arrivée à Lekana. De 2007 à 2022, ça fait pratiquement 15 ans. Après, il y a eu des déblocages, des sommes de l'ordre de 800 millions, soi-disant à Sipam. Mais la route n'est toujours pas arrivée à Lekana. Et aujourd'hui, Lekana est menacé d'être coupé de Djambala parce que la route n'est pas toujours mise au point. Donc, vous voyez bien à travers cet exemple, et ces exemples sont nombreux, qu'il y a eu des doubles emplois, qu'il y a eu des surfacturations. Donc, il y a vraiment à boire et à manger. Et je crois que le problème de la municipalisation accélérée ne doit pas être réglé tout simplement de façon festive, avec une forte notion d'autosatisfaction, de propagande et autres, pour dire que tout est bien. Non, il faut aller à un audit profond
qui doit être fait sans complaisance. Et ce n'est qu'après cet audit que les leçons doivent être tirées, que on doit régler le problème des éléphants blancs et autres. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect de choses qu'il faut quand même scruter, c'est le double emploi. Les projets qui ont été doublement financés, d'autres financés et jamais exécutés. Monsieur Christian Perrin, posez la question aux amis de la Likwala. Mais il faut malgré tout donner une indication, Monsieur Christian Perrin. Si je n'ai pas les chiffres des premières municipalisations, vous avez parlé de Brazzaville avec 3 ans, mais les dernières municipalisations, posons-nous la question, Monsieur Christian Perrin. La municipalisation qui avait l'enveloppe, semble-t-il, la plus élevée, celle du Poul, estimée à 530 milliards de francs CFA. Posons-nous la question, qu'est-ce qui a été fait? La municipalisation de la cuvette ouest, 300 milliards. Posons-nous la question, qu'est-ce qui a été fait? Jusqu'à aujourd'hui, les populations pleurent parce que la route entre Bunji et Evo n'est toujours pas finalisée. Mais la municipalisation de la cuvette ouest a eu lieu en 2011. 2011. Au niveau de la Bwenza, la municipalisation, le coût a été estimé à 450 milliards. Disons pour les 6 dernières, c'est-à-dire les plateaux, celle de la Lekumu aussi a été estimée à près de 450 milliards. Quand on prend les plateaux, la cuvette ouest, le Poul, la Bwenza, la Lekumu et je crois la Sanga, ça a coûté 400 milliards. On est à peu près autour de 2560 milliards de francs CFA. Vous imaginez, monsieur Christian Perrin, on injecte dans chaque département des sommes allant de 300 à 450 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait pour la jeunesse en termes de règlement de la situation du chômage? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de relance des activités productives? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'amélioration du niveau de vie de la population? Ben, on a mis un accent tout particulier. Et moi, je regrette, quand je prends un autre exemple, je prends l'exemple, par exemple, du département de la Cuvette. Le département de la Cuvette avait à Ouando déjà l'avantage d'avoir l'hôpital du 31 juillet. On a construit l'hôpital général Edith Lucie Bongo à Oyo. Ensuite, après, on a projeté la création, sinon la construction d'un hôpital départemental. Je crois qu'il y a des problèmes de choix, de qualité de la dépense et on aurait dû avoir un autre raisonnement. Le CHU à Brazzaville souffre d'un problème de plateau technique. Et on en parle toujours, on revient. Pourquoi aller construire 12 hôpitaux généraux avec un dans chaque département si le plateau technique du CHU n'est pas bon, s'il ne peut pas régler les problèmes? Bon, mais c'est une vision que moi, je ne partage pas. Regardez la ville de Pointe-Noire. Regardez la situation dans laquelle elle se trouve. Et c'est un scandale puisque c'est quand même la ville de la production pétrolière. Et je crois que... Le poumon économique, oui. C'est le poumon économique. Je ne sais même pas si de ce point de vue, il y a une particularité pour que Pointe-Noire soit traitée avec ses ressources de façon particulière, pour que Pointe-Noire puisse avoir quand même un visage bien différent de celui qui se présente aujourd'hui. Je dis, quand on a fait la municipalisation accélérée de Pointe-Noire et du Kouilou, je vous ai dit, le budget était très modeste. J'ai cru lire des documents où on a dit que c'était estimé à près de 60 milliards. Donc, c'est tout à fait normal que l'on puisse peut-être parler d'une municipalisation additionnelle. Mais municipalisation additionnelle pour faire quoi? Il faut sortir de la précipitation. Il faut que des études sérieuses soient faites. Il faut aller vers le choix des bons projets. Il faut aller vers une politique d'assainissement, d'urbanisation. Il faut que ces villes-là aient des canalisations pour que les populations puissent être protégées, etc. Aujourd'hui, j'espère qu'il faut marquer, je l'avais déjà marqué, puisque la dernière municipalisation s'est passée dans la Bwenza en 2016, il faut en tirer les leçons, en tirer les conséquences, que les sanctions puissent être prises. Un monsieur qui a pris de l'argent de l'État qui a disparu, il faut qu'il soit rattrapé, qu'il soit sanctionné. Un monsieur qui a touché plus de 50% d'avance de démarrage et dont les travaux sont devenus des éléphants blancs, il faut qu'il soit rattrapé. On ne sait pas comment les gens ont été sélectionnés. Il faut que nous tirons des leçons pour l'avenir. Il faut que nous tirons des leçons pour l'avenir. Moi, je suis de ceux qui pensent, monsieur Christian Perrin, moi, je suis de ceux qui pensent qu'au-delà de la propagande qui est faite, la municipalisation accélérée
telle qu'elle a été faite est un fiasco pour notre pays, qu'il y a des gens qui en ont profité. Ça a été un maquillage, des détournements, de la corruption. Il faut rattraper ces gens. Monsieur Christian Perrin, vous voyez, nous avons présenté, j'ai suivi le débat un peu sur la loi des finances 2023. Lorsque le ministre Ngati a présenté ce budget au Parlement, mais il était prévu que les recettes s'élèvent à 2885 milliards. Mais d'où vient qu'au niveau de l'adoption, on est pratiquement à 2598 milliards. Ça veut dire qu'entre-temps, nos partenaires économiques et financiers ont dû attirer notre attention. Mais nous avons de l'argent à récupérer. Si M. Nzungu a pu faire le document que je vous ai fait, qui apparaît comme un contrôle, qui apparaît comme pouvant faire avancer les choses, mais les organes de contrôle sont où? L'argent qui a été pris, dilapidé, comment le récupérer? L'Angola l'a récupéré, l'Arabie Saoudite l'a récupéré. J'ai vu tout récemment sur les réseaux sociaux que le Burkina Faso l'a récupéré. Pourquoi diable au Congo, on ne veut pas le récupérer? Il y a d'autres sources qu'on peut utiliser. La déclaration du patrimoine n'est pas faite. Mais il y a un article 12 qui prévoit des sanctions pour ceux qui n'ont pas fait de déclaration. Et depuis 2002, personne n'en a fait. Donc, on a de l'argent qui est entre les mains des gens pourvu. Mais on a le sentiment que c'est le système qui règle tout. Et les membres du système ont peur de s'attaquer au système et ils ne veulent pas que le système s'écroule. Donc, ce qu'il faut retenir donc de cette célébration de 20 ans des grands travaux, c'est qu'ils sont venus célébrer leur enrichissement illicite, les nouveaux milliardaires, s'il faut les appeler ainsi. En tout cas, merci Monsieur Clément Mirassin d'avoir encore été avec nous aujourd'hui. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. On se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.